Salut à tous et bienvenue sur Full Court Alsace, votre émission qui va parler 100% du basket alsacien. Je suis avec Thibaut aujourd'hui. Salut Thib. Salut Fab. Aujourd'hui, on va avoir la chance de recevoir pas mal de beaux invités. Donc, on va avoir Jérôme Rosenstiel qui vient de la SIG, qui vient de reprendre la direction de la SIG. On va avoir Eric Mittelhauser de l'ASA. On va avoir Franck Kuhn, coach de la NM1 à Mulhouse. Et on termine par Vincent Zulk, qui est SIG amateur, président de la SIG amateur depuis quelques mois maintenant. C'est ça? On est bien? Exactement, on est tout bon. Une première émission, on va enchaîner direct. Salut Jérôme. Salut les gars. Comment vas-tu? Super. Ça y est, de retour en Alsace? Ouais. Alors Jérôme, pour te présenter rapidement, 20 ans à la SIG, 4 ans à Paris 2024. Première question qu'on se pose tous, ça fait quoi de travailler à Paris 2024 quand même? Le plus gros événement qui a eu lieu en France depuis des années. C'est l'expérience d'une vie. Quand on travaille dans le basket, on travaille dans le basket depuis 20 ans, quand on a envie de promouvoir notre sport, Paris 2024, c'est une opportunité extraordinaire. C'est l'expérience d'une vie. Alors c'est un truc énorme. Je crois que le résultat est plutôt assez réussi. Alors, on va dire comme ça. Mais en tous les cas, du point de vue professionnel, ça a été très, très, très enrichissant. Très harassant. C'était 4 ans très, très intenses. Mais au final, je crois que le résultat est plutôt satisfaisant. Et surtout quand on voit le tournoi de basket, qui a été pour moi, alors vous me direz, je suis peut-être pas forcément le bon juge, mais le plus grand tournoi de l'histoire du basket. Avec, alors on a connu la Dream Team en 92. Ouais, et là tu as les Avengers. Et voilà, et là ouais, mais sauf qu'en 92, il y avait 40 points d'écart entre chaque match, alors que là, c'était bien évidemment les meilleurs joueurs du monde. Mais en plus avec une opposition incroyable et les deux équipes de France qui performent. Et je mettrai également l'équipe de 3-3 puisque ça faisait également partie de mon spectre. Donc des équipes de France qui performent, des salles qui sont pleines. On a battu le record de spectateurs sur une compétition de basket. Donc voilà, c'était extraordinaire. Ouais, ça devait être fou en fait, parce qu'en plus on a des médailles, faut pas l'oublier. On a des médailles en 3-3 et en 5-5, ouais. En filles et en mecs. Donc ça c'est fou quand même. Comment tu as réussi à gérer justement cette alternance entre la gestion de la partie 3-3 et la gestion de la partie 5-5? Alors l'avantage de Paris 2024, c'est qu'on est staffé quand même. Donc on avait créé plusieurs équipes, une sur le 3-3, et l'autre sur le 5-5 et une autre sur le wheelchair basketball, puisque j'avais également en charge la partie basket fauteuil pour les Jeux paralympiques. Donc on avait des équipes un petit peu partout. Et la difficulté qu'on avait également sur le 5-5, c'était la transition avec la gymnastique, puisque la veille du quart de finale, à 18h, il y avait encore de la salle dans Bercy. Et donc, toute la nuit, ça a été la pire nuit de ma vie. je vous cacherai pas, c'est la pire nuit de ma vie. Des nuits blanches, on en a tous fait, mais en général pour de bonnes raisons. En tous les cas, elles sont plutôt festives. Alors que là, ça a été une nuit d'enfer. Ouais. Parce que, pourquoi? Alors, techniquement, c'est pas... Bercy savent faire aussi. Les équipes de Paris 2024, on avait tout bien planifié. Mais par contre, c'est sans filtre. C'est-à-dire que le match, à 11h le lendemain matin, il fallait qu'il démarre. Je ne sais pas si c'est le bon terme en ce moment, mais quoi qu'il en coûte. Donc en fait, ça a été une nuit de pression énorme. Heureusement, on l'a réussi. On a eu quelques petits problèmes techniques qu'on a réussi à résoudre sans que ça se voie. Parce qu'il y a malgré tout eu des problèmes pendant les Jeux Olympiques, mais souvent on a été assez malin pour les cacher. Mais en tout état de cause, non, ça a été une expérience incroyable. Mais en tout cas, félicitations, parce que franchement, de l'extérieur et même un peu de l'intérieur, parce qu'on a eu la chance un peu de le vivre de l'intérieur avec la team, c'était top. Félicitations, c'était assez fou. Je suis un peu nostalgique d'il y a un an. Maintenant, tu es de retour à la SIG, tu peux pas nous dire ça. Voilà, tu peux pas nous dire ça. Non, mais ça a été très émouvant, en fait, parce qu'on s'est échangé pas mal de choses avec les anciens de Paris 2024. Et les 1 an, on les a un petit peu fêtés entre nous. Ouais, j'imagine. Et c'était un anniversaire important. Vous êtes parti pour les fêter pendant combien de temps, du coup? Jusqu'au prochain. Jusqu'en 2048. Ok, on va venir sur la SIG maintenant. Nouveau projet, nouveaux objectifs, une saison en demi-teinte quand même la saison dernière, terminée 14e, c'est ça, de mémoire, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'il en est maintenant? C'est quoi l'état d'esprit quand tu es arrivé? Qu'est-ce que tu as ressenti en fait? Alors j'étais triste. Mon premier sentiment, c'était la tristesse, parce que j'ai œuvré pour ce club de 2001 à 2021 pendant presque 20 ans. On a fait un club de quartier, on va appeler ça comme ça, puisque le berceau de la SIG, c'est Ilkirch-Grafenstaden.
Et quand je suis arrivé, on était Dielkirch-Grafenstaden à Strasbourg. Et donc, on a connu une belle épopée quand même entre 2001 et 2021, avec différents cycles. Mais globalement, on était sur une courbe de croissance. Et les résultats des dernières années, moi, j'étais plutôt... Alors moi, je voyais ça de loin. Mais malgré tout, en tous les cas, j'étais chagriné de voir que le club, en fait, tous les efforts qui avaient été mis pendant tant d'années étaient un petit peu en train de retomber. Et c'est pour cette raison que quand le président du conseil de surveillance m'a sollicité au printemps dernier, j'ai pas hésité une seule seconde, parce que moi, la SIG, ça coule dans mes veines. Ça fait 20 ans que j'y travaille. On a quand même eu un plateau de performance pendant quelques années qui était incroyable. On était parmi les meilleurs clubs du championnat de France. Donc voilà, j'étais un petit peu triste de voir le club tomber année après année comme ça. Et donc c'est pour ça que j'ai pas hésité à remettre les mains dans le cambouis quand on m'a sollicité. De nouvelles arrivées, de nouveaux joueurs. Mm-hmm. Tu as fait 2 matchs de prépa jusqu'à maintenant. Tu Ouais. as joué Laza il y a 15 jours. Ouais, c'est ça. Une semaine. Le week-end dernier, ouais. Le week-end dernier. Vous avez joué le SLUC. Vous avez gagné les deux. Donc une élite 2, une élite 1. Marcus Keane, on l'a vu en direct à Laza avec Tib. Ça fait partie du renouveau de la SIG. Bon, renouveau ancien renouveau. Parce que... Ouais. Alors Marcus, c'est un joueur qui a marqué les esprits quand même il y a quelques années ici. Alors pour revenir sur la construction de l'équipe, c'est pas compliqué parce que c'est assez compliqué. L'équation, elle est pas simple. Ça fait quelques années que le club perd de l'argent. Ok, soit, c'est comme ça. Il faut l'assumer. Donc la priorité dans les 2 prochaines années, c'est de reconstituer les fonds propres. Okay. Je me suis engagé à ça auprès de la DNCCG. Donc il faut que dans les 2 prochaines années, on soit très rigoureux sur les finances. Ouais, j'imagine. Mais d'un autre côté, il faut qu'on relance le projet sportif également. En général, c'est une équation qui est pas forcément compatible. C'est compliqué. Voilà, c'est ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, quand on a dit ça, il a bien fallu partir sur une nouvelle équipe et puis se lancer dans le recrutement. Et avec Nicolas Alberani, le directeur sportif, en fait, on a mis en place des points importants à respecter. En l'occurrence, c'était le coach. On voulait qu'il soit sur une dynamique plutôt positive. En l'occurrence, Yanis, il est sur une dynamique très positive. Il a été élu parmi les meilleurs coachs d'Allemagne l'année dernière. Il est méconnu. Voilà. Et on considère qu'il a plein de potentiel. Donc ça, c'était le premier axe du projet sportif. Le deuxième, et ça, je pense que par le passé, on a bien réussi ça. On a perdu 5 finales malheureusement, mais par contre, la continuité des exercices réussis est quelque chose qu'il faut aussi noter. Ouais, souvent, les gens ils voient que les 5 finales perdues, mais malgré tout, on a été pendant très longtemps sur un plateau de performance qui est assez difficile à tenir quand même sur la durée. Mais malheureusement, dans le sport, on ne relève et on ne retient que les trophées qui se soulèvent. Voilà, c'est comme ça. Mais en tous les cas, je pense que le succès qu'on a eu à l'époque, dans cette régularité, c'était le fait d'avoir des joueurs, on va dire, club. Des joueurs. Alors, bien évidemment, le basket français, malheureusement, oblige à un turnover important. Mais malgré tout, on avait réussi à l'époque à garder des Paul Lacombe, des Jérémy Leloup, des Émeric Janot. Voilà, des garçons comme ça qui consolident un petit peu l'état d'esprit des équipes. Et donc, c'est pour ça que cette année, on a voulu un petit peu reproduire ça. Donc, il y avait le coach, le premier point. Le deuxième point, c'était d'avoir des joueurs socles, on appelle. Donc, on a JB Maille et William, qui fait partie des joueurs historiques, en fait. Voilà, historiques, socles, sur lesquels on peut s'appuyer et qui sont, a priori, là, sur la durée. Voilà. Oui, JB a signé jusqu'en 2026. Alors, il avait signé, là, il est en fin de contrat, en fin de saison, mais malgré tout, ça fait longtemps, il porte l'ADN du club, ça fait très longtemps qu'il est là. Oui, c'est un peu le visage de la SIG. Voilà, exactement. Donc ça, c'était le deuxième pilier, en fait, de la relance sportive. Le troisième, c'était de s'appuyer sur les jeunes. Et ensuite, sur les joueurs américains de l'extérieur qu'on fait venir, on avait 2 options. Dans le cadre d'une baisse de la masse salariale, on avait la première option, c'est-à-dire que voilà, on écrase la masse salariale et on fait moins de masse salariale sur tous les joueurs. Par expérience, je sais que quand vous prenez des joueurs moyens, forcément, à un moment donné, vous allez faire une saison moyenne.
Donc si vous écrasez le truc, à un moment donné, vous allez avoir des joueurs qui sont écrasés, enfin qui sont moyens, et donc ça, c'était pas possible. La deuxième option qu'on a eue, qu'on a évoquée avec Nicolas, et le coach, c'était en fait de faire un mix entre des joueurs réputés, on va dire, qui ont une histoire en Europe. Voilà, c'est Gabe, c'est notre poste 2, c'est le meneur, voilà. Et les associer à des jeunes à fort potentiel, en fait, et des jeunes rookies. Alors, je sais que les gens, ils disent classique qu'aujourd'hui, c'est une équipe de rookies, c'est une équipe universitaire, mais en fait, c'est pensé, c'est réfléchi, il y a un plan derrière. C'est-à-dire qu'on a préféré, flécher une grande partie de la masse salariale sur des joueurs qui sont référencés. Oui. Okay, où on sait, Marcus Keane, on l'a vu à Laza, il est capable de gagner des matchs. Je crois que les deux autres, Davis et Brown, sont plutôt pas décevants pour l'instant, sont plutôt intéressants. Avec nos deux piliers, voilà, ça fait un socle de joueurs référencés, on va dire, important. Et comme la masse salariale baisse, à un moment donné, il faut prendre des paris. Et du coup, les jeunes. Et du coup, de prendre des jeunes Américains à fort potentiel. Ça, Nicolas, il a réussi à le faire avec Wainwright à l'époque, avec Colson, voilà. Donc il a un certain savoir-faire là-dessus. Et donc l'idée, c'est de payer des joueurs qui ont une valeur, voilà, et de payer moins cher des jeunes joueurs dont on espère que la valeur sportive soit supérieure à leur valeur économique. Leur valeur économique, elle est basée aujourd'hui sur leur jeunesse, en fait, sur leur inexpérience sur le marché européen. Et donc, c'est le parti qu'on a pris. Voilà, on n'est pas dupe. Sur quatre rookies, on n'est pas sûr que tous soient performent comme on le voudrait. Mais c'est le jeu. Voilà. Puis tu peux pas savoir, en fait. C'est le point. Mais quand tu prends un peu maintenant tous ces axes-là, je sais que toi, tu voulais parler un peu des objectifs aussi de cette saison. Je vais peut-être te laisser y aller, mais... Vas-y, je t'en prie. Et du coup, quand tu prends un peu tes trois piliers, ce que tu viens de donner, c'est quoi l'objectif de la SIG aujourd'hui pour la saison 2025-2026 ? Alors, l'objectif dans les 2 prochaines saisons, c'est de reconstruire les fondations à une croissance future. Okay. En fait. Aujourd'hui, on ne peut pas forcément jouer les premières places comme on le faisait auparavant, parce qu'économiquement, c'est difficile, parce que, comme je vous l'ai expliqué, il faut reconstituer les fonds propres, il faut une rigueur économique. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ambitieux et qu'on veut... Tu peux jouer un top 8 cette année. Alors moi, franchement, à chaque fois on m'a posé la question, les gars, j'ai jamais répondu à cette question. Okay. Moi, le seul truc que je dis, c'est qu'à terme, Strasbourg, par rapport à son histoire, par rapport à sa situation, par rapport à plein de choses, doit être européen à terme. Voilà. Par rapport à l'économie locale, ça ferait sens. Par rapport à l'économie locale également, Strasbourg, capitale de l'Europe, il n'y a pas de raison que Strasbourg soit pas européen. Et on a le RCS cette année qui est européen. Et on a le RCS. donc voilà. Okay. Donc je me prendrai pas les pieds dans le tapis en disant on va être dans le top 4, on va être dans le top 4. C'est trop tôt. Là, on est sur le début d'un nouveau cycle, d'un nouveau projet. On espère que ça va fonctionner. Il faut faire de la résilience économique et financière et en même temps une relance sportive. Et après, si ça fonctionne, on a un 3e pilier de notre projet qui est la croissance. Ouais. Mais on aura peut-être l'occasion d'en parler à un autre moment. D'abord, essayons de gagner quelques matchs et de retrouver une forme de dynamique importante. Avec grand plaisir pour en reparler. Tu avais une question un peu sympa, toi. Il va falloir qu'on la pose. Clôture bientôt. Ouais, il va falloir clôturer là. Mais là, on a une question sympa. 2 questions. Première question, dans 5 ans, la SIG, tu la vois où ? Du coup, justement, tu as parlé de ce renouveau. Dans 5 ans, Alors, pour moi, c'est très clair. La vision qu'on a, elle est très claire. Je vous ai dit, 3 piliers, les 3 piliers, résilience économique, relance sportive et puis croissance. Dans 5 ans, je pense que le monde du basket européen va être bouleversé par l'arrivée de la NBA. Clairement. C'est-à-dire que la NBA va arriver avec les gros moyens. Probablement que la problématique de l'Euroleague sera différente. Mais en tous les cas, il y aura une reconfiguration du basket européen. Clairement, aujourd'hui, la SIG, Strasbourg, n'est pas vouée à jouer le championnat NBA Europe. Okay. Puisqu'ils veulent aller sur les grandes villes, ils veulent aller sur les grandes agglomérations. Ce sera Paris, ce sera Madrid, ce sera Barcelone, ce sera Istanbul, ce sera ces capitales-là. C'est leur stratégie. Ils veulent arriver sur les gros marchés. Par contre, derrière, on parlait du RCS, il y a une belle compétition qui va s'organiser. Après, on peut l'appeler comme on veut. C'est l'Europa Cup, je crois, en foot, ça s'appelle comme ça. En tous les cas, elle est très intéressante, cette Coupe d'Europe.
Alors moi, je l'appelle aujourd'hui, dans le jargon, la BCL 2.0. Ouais, c'est le futur. C'est le futur, et donc moi, je nous vois performer là-dedans et être régulièrement qualifié dans cette compétition. Donc voilà comment je vois la SIG dans les 5 ans. Impeccable. Dernière Et question. puis après, peut-être Non, Vas-y. Continue. dans un équipement peut-être Différent. différent ou rénové. On voulait pas venir là-dessus, mais ça va faire partie. On n'a pas voulu. Vas-y, je t'en prie, On est limité par le temps, mais ça fait partie de ma dernière question, Jérôme. À quand le changement de ces sièges jaunes? Ah, ça va. Alors, pas dans les 5 prochaines années, ça On c'est n'en sûr. peut plus. Mais ouais, mais non, mais il faudra faire un petit peu avec encore. fera avec. C'est pas, ouais, Ok. tu feras, ouais, voilà, Ok. on fera avec. Mais non, mais moi la salle, moi j'en parle ouvertement. J'ai pas de tabou là-dessus. Voilà, c'est également un problème de modèle économique. C'est pas simplement un problème de siège jaune. C'est bien que tu me parles des sièges jaunes parce que c'est caricatural. Mais aujourd'hui, la problématique de la SIG, c'est pas uniquement les sièges jaunes. Ouais, c'est le c'est problème de modèle économique. C'est-à-dire que le modèle économique de la SIG, il fonctionne de la même manière qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Alors je sais qu'il y a eu un projet Arena qui a malheureusement pas pu avoir lieu, mais ça veut dire que pendant 10 ans, on n'a pas fait grand-chose en fait au niveau des sièges jaunes ou d'autres choses. Oui, il y a un Sauf que- renouveau qui doit se créer. Voilà, en fait. exactement. Sauf que la concurrence, puisqu'on est sur un secteur hyper concurrentiel, le sport pro, c'est un secteur hyper concurrentiel. Et ce qui alimente en fait les bonnes équipes, c'est le modèle économique. Bien sûr. Et donc, comme pendant 10 ans, on n'a pas fait grand-chose, et que les autres, par contre, ils ont avancé. Alors, je vous parle de Paris. Paris, grâce aux Jeux Olympiques, ils ont eu leur nouvelle salle quand même. L'Asvel, ils ont une salle. Cholet va avoir une nouvelle salle. Limoges va avoir une nouvelle salle. Orléans a sa nouvelle salle. Et un jour ou l'autre, Orléans va monter forcément parce que économiquement, leur modèle économique grâce à la salle aujourd'hui est largement supérieur à leurs concurrents. Donc aujourd'hui, la problématique de la SIG, c'est pas simplement comment dire l'architecture, c'est un problème de modèle économique. Ouais. Si on veut concurrencer et revenir dans le haut du panier du basket français, il faut qu'à un moment donné, la salle, elle soit remise au niveau pour que Ouais, puis tu rentres dans remise au du niveau. sport business en fait. Mais on n'a pas le choix. On prend l'exemple du Racing. On a parlé du Racing. Bah, ils ont basculé depuis qu'ils sont rentrés dans le groupe Manchester Group. sais plus Voilà, comment je veux s'appelle dire, le ils ont groupe, mais, refait ils ont refait le stade. ils allaient- Pourquoi? Pas parce qu'il était Oui, bien pas sûr. beau, Ouais. parce que justement les nouveaux équipements permettent de générer des modèles économiques performants. Bien sûr. Merci Jérôme. Merci beaucoup, Jérôme. Merci Avec beaucoup. plaisir les gars. Puis à bientôt. À bientôt. Plaisir. Cool. À bientôt. Merci Jérôme. Ok, on a la chance maintenant de recevoir Eric Mittelhauser. Salut à vous. Salut Eric. Salut, Comment Eric. ça va? Très bien, merci. Alors Eric, belle histoire. Hein. Commence par Basket Club Souffle, plusieurs années, des dizaines d'années. Une montée en NM1, une possible montée en Pro B. Ensuite Laza. Ça fait quelques années maintenant. Ça fait quoi, 5 ans 2021. 2021, Laza qui a été créé. Épopée formidable l'année dernière. Alors félicitations pour ce que vous avez fait l'année dernière. C'était... Ouais, c'était extraordinaire. Ça a bien commencé avant. Hein. Moi, j'ai repris l'équipe en 99, Ok. où le BCS se retrouve en région. Ok. Donc on repart de zéro. Et puis, on prend des jeunes Stapsiens, dont Jérôme, qui fait partie de l'équipe à ce moment-là. Ouais. Et puis, très vite, on a un projet, mais on ne sait pas trop jusqu'à où on va aller. En tout cas, il y a une volonté de remonter le plus haut possible. Puis, l'année d'après, en 2000, on monte en National 3. Et je fais appel j'apprends que Stéphane Eberlin, Ouais, dispo. Ouais. joueur à la SIG, cherchait un projet sportif. Puis ça match très vite entre nous. Et puis là, l'aventure commence, un truc de dingue, puisqu'il va jouer chez nous pendant 5 ans. Et puis, c'était un petit peu le deal. Il me disait, oui, écoute, on va essayer de monter le plus haut. Je vais jouer, bien sûr, mais moi, mon truc, c'est d'être coach. Et puis, on fait une petite aventure comme ça ensemble. Puis, il devient coach en N2. Et puis là, on continue. N2, on se dit, ouais, on a atteint un palier déjà intéressant. Et puis, ouais, Stéphane, toujours, voilà, c'est un gros travailleur. Hein. Puis, voilà, le sportif qui nous traînait un petit peu, nous, dirigeants, bien sûr, bénévoles et amateurs, et il nous ramène en N1. Déjà, c'était un truc de dingue. Et puis, on se dit, ah, la N1, c'est bon. Là, on C'est est le taquet, quoi. du Ouais, c'est le taquet. taquet, ouais. Ça, on touche déjà un monde professionnel, hein, avec des contrats, etc. Donc, il fallait chaque fois se remettre en question. Et puis, arrive un truc inimaginable. Hein, tu vois, un plus petit budget pratiquement tout le temps. Et puis, Prouvé, quoi. on joue plusieurs fois les playoffs, mais entre nous, Ouais, on tu est les content de joues les jouer. T'es On est obligé de les content de jouer, les ouais, jouer, ouais, mais logique. en même temps, on espérait un peu ne pas y aller. Et en 2013, on monte en Pro B. Alors, c'est un truc de dingue, parce que c'était nouveau pour nous, bien sûr.
il fallait se professionnaliser. On est tous des bénévoles, chefs d'entreprise, etc. Donc voilà, on a construit comme ça une aventure incroyable. Puis on vit même une descente en N1. Puis le truc de dingue, on remonte en Pro B. Hein, c'est très rare. Hein, parce vous avez fait l'ascenseur genre de on a joué 3 ans ouais, en Pro B, on descend. Et puis on refait 3 ans en Pro B. Hein. C'est très rare hein, quand tu dis et du Pro coup, B après descend, Asa, c'est il y a ça, des dégâts. Hein. Et après, du coup, avec l'ASA... Voilà, et donc le Covid arrive. Là, c'est un petit peu la panique à bord. On était déjà, nous, un milieu économique un peu compliqué. Et puis, on a eu cette idée puisque Gris, le BCGO, avait aussi ces problématiques-là. On était les 2 plus petits clubs de Pro B. Et puis, on a eu cette idée de faire cette alliance, l'Alliance Sport Alsace, en 2021. Ouais. Aujourd'hui, l'ASA, c'est quand même un club Elite 2, parce que bon, ça a changé. Donc la Pro B est passée Elite 2. Ça change tout le temps. C'est ça change tout le temps. Donc, ok. Elite 2, la saison dernière, alors nous, on a eu la chance d'avoir Shannon Boggs en interview. C'était assez fou d'ailleurs de l'avoir. Mais vous avez fait une saison de fou furieux, en fait. J'ai pas de terme. On va pas se cacher derrière le plus petit budget ou un des plus petits, parce que c'est pas que ça, le sport. Mais c'est vrai qu'on est des compétiteurs. On va aller le plus loin possible. Entre nous, on s'était dit de jouer les playoffs. C'était déjà top. Ouais, c'était l'objectif, les playoffs. L'objectif, oui, même avoué, oui. Vous les avez pas ratés d'ailleurs On les depuis a pas ratés, oui, tout à depuis fait, que oui. l'ASA a été créé. Ouais, d'ailleurs, on les a jamais ratés. Hein. Ouais, Mis à part c'est une ça, fois depuis où on 2020. se fait éliminer par quelqu'un qui gagne la Leaders Cup et qui rentre dans les playoffs à notre place. C'était Évreux d'ailleurs. Mais donc, on atteint ces playoffs avec malheureusement pas l'avantage du terrain, parce que on était 8e, il me semble. Et voilà, on prend un match après l'autre. On arrive à sortir pour Orthez. Ouais, j'avoue. Donc ça, c'était... On les a vus, les matchs, c'était fou. Sans l'avantage du terrain, donc on fait 2-0. D'ailleurs, on chope Vichy, qui était en pleine bourre. Ils avaient sorti Blois, hein, Ils avaient sorti Blois, ils étaient sur 11 victoires sur les 13 derniers matchs en championnat, une équipe en pleine bourre. Là, on avait récupéré l'avantage du terrain. Et puis, on les bat 2 fois à domicile. Et nous voilà en finale. Alors la particularité, c'est que c'était la finale, on joue contre une équipe qui est censée descendre de Pro A, qui est censée descendre. Qui n'a pas le même règlement. Qui n'a pas les mêmes règlements, avec plus d'étrangers, plus d'Américains, et voilà. Non, vous avez pas démérité, moi. Non, mais oui, donc on est la seule équipe d'ailleurs à les avoir battus en play-off. Ils ont chaque fois fait 2-0. Donc on les bat sur un match incroyable à domicile. Et puis sur le match 3 au Portel, grosse salle aussi, enfin... Un gros chaudron. Un gros chaudron. On n'a plus de carburant. C'était la fin de l'aventure, mais magnifique. Et du coup, si on... Vas-y. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous, dirigeant tout le staff de l'ASA, quand vous vous êtes qualifié en finale? Est-ce que vous vous laissiez penser à la montée éventuelle? Ou alors c'était... bon, on a déjà fait un super parcours, maintenant, non, c'est que du bonus. Tu ne peux pas refuser une montée. C'est impensable. De toute façon, tu te mets en difficulté aussi parce que tu es plus crédible auprès des agents. Les joueurs, on parlait tout à l'heure des joueurs en devenir. Nous, on est un petit peu aussi sur ce même programme-là. Tu te tires une balle dans le pied. Donc, ça aurait été compliqué. L'été aurait été très compliqué, mais on aurait trouvé des solutions. En tout cas, on aurait accepté la montée. Oui. Et si maintenant on refocus un peu là sur ce qui va se passer, donc on a vu le match contre la SIG, un très bon match de l'ASA. Bon, voilà, après, vous avez été plombé par Marcus Keane à la fin. Peu importe, mais un match collectif hyper intéressant. On a vu le coach à la fin, on a vu le coach Trumeau aussi à la fin, on a discuté avec lui. Hyper intéressant dans le discours. Aujourd'hui, c'est quoi l'objectif cette saison? Comment tu vois l'équipe cette saison? Tu les vois où? C'est une équipe aussi qui a été reconstruite. Hein. On a perdu des éléments majeurs, qui sont montés d'ailleurs à l'échelon supérieur. Shannon Boggs, forcément... Puis la presta qu'il a fait hier encore. C'est compliqué de retrouver 2 fois le même joueur, mais peu importe. Voilà, on sait faire, on a un savoir-faire. Trumeau est un coach aussi qui sait mettre les joueurs en valeur. On a essayé de faire du mieux. Hein. Un été un peu compliqué, puisque nous, on rentre sur le recrutement le 15 juin, il me semble. Tardivement, fait que vous jouez la finale, en fait. Ouais, donc vous faites une super prestation, mais finalement, ça nous coûte des joueurs. Ouais. On rentre tard sur le marché. Avec des moyens qui sont limités, donc on ne peut pas choisir ce qu'on veut, mais il faut vraiment regarder, scouter au maximum, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Une erreur de casting, nous, on ne peut pas forcément couper un joueur et puis en prendre un autre. Hein. Donc on fait avec ce qu'on a. Donc c'était un été très compliqué.
Et l'objectif, comme j'ai dit tout à l'heure, on est des compétiteurs, on veut jouer à nouveau les playoffs et aller le plus loin possible, bien sûr. C'est quoi la prochaine étape de l'ASA? Alors, il y a une grande étape, c'est qu'on a un outil de travail aujourd'hui qui est au bout de ce qu'on peut en tirer. On a une salle de capacité, au taquet, 1300, 1400 spectateurs. C'est la plus petite salle et de très loin. La moyenne en Pro B, je crois que c'est... Alors, il y a Orléans qui fait 10 000, mais la moyenne, même sans Orléans, c'est 3500. Ouais, vous avez un sacré Et tous les clubs qui arrivent en Pro B, que ce soit Caen, que ce soit Saint-Chamond y était déjà, mais ils font des salles de 4500, tu vois. Donc, c'est des jauges bien plus élevées que la nôtre. Et c'est d'ailleurs là où tout se joue, puisque nous, on peut le dire, on a un budget de 2,4 millions, là où la moyenne, encore une fois, est pratiquement à 3,5 millions, 4 millions. Donc, on est très, très bas. Et il y a un gap à passer, et ça, c'est la capacité de la salle. C'est certain. Donc, on va travailler. C'est un projet de club. C'est cette salle qui nous fait défaut. Si les municipalités nous entendent, il faut des nouvelles salles pour la SIG, pour l'ASA. C'est à un moment pour donné, Mulhouse, je crois que ça va, on en parlera après avec Franck, mais il me semble qu'eux, ils sont pas trop mal. Mais déjà, la SIG amateur, on les aura aussi après, on va voir Vincent. Mais effectivement, donc il y a des beaux projets pour l'ASA, une belle équipe qui est quand même dynamique. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de voir les jeunes, en fait. T'as Romain, on en parlait, Romain Hotzel, qui sort justement du centre de formation. Est-ce que c'est une volonté, en fait, de continuer à former ces jeunes? Ouais, puis je rajoute juste, vous avez sorti finalement beaucoup de joueurs aussi. Il y a Ivan qui est monté en pro à Bourg, il y a Shannon Box, vous avez monté Karl beaucoup de Bonsard joueurs. a loupé un truc, mais peut-être qu'il rebondira pareil. Bien sûr, et ça fait quand même quelques années où vous permettez, vous sortez vous êtes des joueurs, C'était le cas du BCS et du tremplin, BCGO qui étaient capables totalement, de reproduire ce schéma-là. Donc nous, effectivement, on pérennise j'allais dire l'entreprise, on pérennise le club, par la formation, c'est évident. On est obligé de passer par là. Écoute, on te souhaite la meilleure des saisons possibles. Merci d'être venu en tout cas. Merci Cool de Eric. t'avoir. Puis à bientôt. Bonne saison à l'ASA. À bientôt. Bonne saison. Merci. Franck Kuhn, que j'ai eu la chance d'interviewer déjà l'année dernière. Salut Franck. Salut Franck, bienvenue. Salut Fabien, bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Alors Franck, tu es coach de la NM1 à Mulhouse. Tu as une histoire passionnante. Alors je vais pas te demander de la détailler parce que autrement on va faire 45 minutes sur ton histoire, mais j'invite les gens à retrouver l'épisode du podcast. Alors tu as fait joueur, préparateur physique de hand, coach de hand, tu es revenu coach de basket, tu es repassé préparateur physique de l'équipe de France. C'est fou. Et là tu es à Mulhouse. Ouais, j'ai été coéquipier aussi de Jérôme Rosenstiel avec l'équipe universitaire de Strasbourg. Alors Jérôme. Et ça c'était aussi une expérience incroyable parce qu'on a été champion de France universitaire. C'était le premier titre de l'histoire de l'université de Strasbourg. Moi je pense que on va faire un épisode type, tu sais quoi, avec tous les anciens, on va juste sur leurs anecdotes. Et vous allez nous raconter vos anecdotes, je pense, parce qu'au bout d'un moment, il doit y en avoir quand même. Saison historique aussi, monsieur Kuhn, la saison dernière. Saison folle. C'était une saison qui restera, en tout cas à mon niveau, dans le sens où il y avait une émotion particulière d'être le coach de Mulhouse, étant donné que je suis mulhousien, que j'ai grandi à Mulhouse. Et c'est vrai que on a tous nos carrières, mais d'être dans sa ville natale et de représenter un petit peu son club, c'était quelque chose d'important pour moi, parce que jeune, j'allais voir les matchs avec mon père et j'ai grandi dans cette salle du Palais des Sports, donc se retrouver sur le banc de touche, c'était vraiment quelque chose de spécial. Donc je suis content qu'on ait pu faire cette saison qui était peut-être même un petit peu au-delà des objectifs. Alors je me rappelle, je vais revenir juste sur ce qu'on s'était dit. Est-ce que tu te rappelles ce que tu m'as dit quand je t'ai demandé quel était l'objectif de ta saison l'année dernière? Pour moi, l'objectif était simple, c'était remplir le Palais des Sports. Ouais. Pour moi, c'est le seul objectif qu'on a. Qu'on évolue en National 2, Élite 2, Betclic, peu importe. Si on arrive à emmener des gens au Palais des Sports de Mulhouse, qui est une salle exceptionnelle, qui a une âme, et qu'on arrive à être tous ensemble, 3600, 3700 personnes à vivre du basket à Mulhouse, l'objectif, il est atteint. C'est là qu'il faut que tu fasses ton message aux municipalités. Exactement. Tu peux y aller. Finalement, c'est le seul club qui se plaint pas de sa salle, en fait. Alors, on a un outil formidable. C'est parce qu'il y a cette âme, il y a cette architecture. Le Palais des Sports est formidable, mais lui aussi, comme tous les palais des sports, a besoin aussi à l'avenir d'être plus fonctionnel. Parce qu'aujourd'hui, il y a des besoins pour les clubs dans la récupération, dans les soins, dans tout ce qui est partie média, dans la partie VIP, dans la manière de vendre le produit. Voilà,
toutes les salles ont besoin d'être un petit peu remodelées, d'être travaillées, mais le Palais des Sports, c'est déjà un outil formidable. On va revenir un peu sur le sportif. Donc, Mulhouse qui change d'identité. Les Mustangs. Moi, j'adore déjà le logo. Les voitures, il adore les voitures aussi, Mustang. Mais le visuel est Non, c'est exceptionnel. clair. Non, mais on a grandi dans les années 90, on regardait la NBA, et puis on est aussi là parce qu'on est des passionnés de basket, on a tous un petit peu rêvé. Ce qu'a offert le club voilà, à sa ville avec un logo Mustang qui est sympathique, qui est agressif, qui est ambitieux, qui a une bonne gueule, ça colle 100% avec le basket qu'on a envie de vivre. Voilà, c'est attractif. Moi, je suis très heureux d'être un Mustang et puis je pense que les gens accrochent. En plus, il y a une identité derrière. Vous demanderez l'histoire, mais c'est le rapprochement des deux clubs de Faststadt et de Mulhouse. C'est aussi la roue de la ville de Mulhouse. Donc, ça a été réfléchi. C'est pas un logo qui a été balancé comme ça. C'est un logo qui est très intéressant, même s'il n'y a pas j'ai pas vu dans les prairies alsaciennes des Mustangs. Les Mustangs qui couraient. Mais bon, des Mustangs sur le terrain, on en a plein. Donc, on en a, ils galopent. Et donc, on représente ces Mustangs, on est très fiers de l'être. Quelles sont les grandes lignes de ce projet, de ce nouveau projet? Bon, c'est pas à moi de définir les grandes lignes du projet, mais Tu dois les connaître. Non, mais ce qui est évident, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une ambition. Il y a une dynamique, il y a une ambition, elle est palpable, les joueurs le sentent. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau de l'extra-sportif, ça pousse, il y a des changements donc, qui sont importants, il y en aura d'autres, il y en aura beaucoup qui vont arriver l'année prochaine. Et moi, je vois ça d'un très bon œil parce que pour les sportifs, d'être dans un club qui a une dynamique, c'est essentiel. Et on sent aujourd'hui que Mulhouse a une dynamique, que Mulhouse veut revenir au plus haut niveau, et ça me fait très plaisir. Ouais, parce que vous avez quand même... on va passer sur le sportif, mais... Nous, on connaît Nico Lang, puis que tu connais aussi très bien, mais de voir Nico qui se dit aujourd'hui, je vais investir dans Mulhouse, j'ai envie de le voir se développer et tout. J'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec lui, je sais pas si toi tu as eu l'occasion, mais je trouve ça vraiment génial en fait de voir ces joueurs qui reviennent et qui veulent porter les clubs, qui veulent porter leur région. Je trouve ça top en fait pour le futur de Mulhouse. Il y a beaucoup de Mulhousiens qui sont partis, j'en fais partie, qui sont heureux qu'il y ait un projet à Mulhouse. Faut savoir que Nicolas, il a été convaincu par ce projet qui est avant tout porté par Bertrand Taxanowski, qui a réussi, qui est un fédérateur, qui a réussi à ramener beaucoup de personnes autour de lui. On peut citer les frères Walter, Gilles et voilà, Gilles deuxième, mais... qui ont été aussi sponsors à la SIG notamment, qui sont des gens qui ont cru dans ce projet de Bertrand Taxanowski. C'est un projet qui m'a aussi proposé, qui m'a convaincu. Donc voilà, ils se sont fédérés, ils ont une équipe. C'est une équipe qui est jeune. C'est une équipe qui a besoin aussi de trouver ses rouages, ses fonctionnements sur l'extra-sportif. En tout cas, il y a beaucoup de qualité dans cette équipe de direction. Il y a beaucoup d'ambition et j'en suis très heureux. Nicolas, c'est un très beau porte-drapeau pour une équipe comme celle et un club comme celui de Mulhouse. On a l'impression que justement cette équipe elle est bien construite. On a un joueur professionnel qui connaît le milieu. On a les frères Walter qui sont dans le milieu du sport business depuis quelques années. On a un président aussi qui est dans le milieu du basket depuis quelques années. Finalement, cette équipe, elle est super bien construite. Qu'est-ce que ça fait, en fait, de faire partie de ce projet-là? Et quand on te dit il y a un renouveau, on te fait confiance en tant que coach pour le renouveau, finalement, pour ce nouveau projet. Qu'est-ce que ça fait? La confiance, déjà, ça se gagne. On peut pas... il faut aller valider des choses sur le terrain. Et puis ça c'est notre partie. Donc, à nous de gagner cette confiance. Moi, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont suivre dans ce projet. Ils sont aujourd'hui déjà plus qu'une poignée. Ils ont vers le capital. Il y a des gens qui y croient fortement. Je pense que ça va continuer à monter. Je ne peux pas vous dire qui va rejoindre le projet. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Mulhouse attend effectivement qu'il y ait un projet d'envergure. On sent cet engouement dans les matchs. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on voit le nombre de personnes qui viennent au match, à partir du mois de mars, on était quasiment chaque fois complet. On sent que c'est une ville qui mérite un club d'envergure. Donc je suis content d'en faire partie. Moi, je suis honoré d'en faire partie. Et je vais essayer de remplir ma part le mieux que je peux. On a tardé un peu là sur tout ce qui était club, mais c'est important de parler de ce renouveau de Mulhouse. Et du coup, maintenant, si on redescend sur le sportif, comment ça impacte ton sportif cette année? Et c'est quoi, en fait, les objectifs de cette saison pour les gamins?
on a besoin de... Quand on n'a pas... Parce que pour le moment, on aura certainement un budget en hausse sur le sportif dans les années à futur, en tout cas on l'espère. Pour le moment, on fait encore partie des petits budgets de la National 1. On a recruté l'équipe de cette saison sur le budget de la saison passée, parce qu'il a fallu commencer à recruter. Donc, même résultat la saison qui arrive. En tout cas, la voilure est à peu près la même. Ouais. On a commencé à recruter avant même d'être en play-off. Ok. On a finalisé des contrats pendant les play-offs. Ouais. Voilà, et à la fin des play-offs, parce qu'il faut savoir que les play-offs de National 1 terminent le 23 juin, l'équipe était faite. Donc, il a fallu s'organiser, il a fallu travailler tout en jouant les matchs. Le plus important pour nous, c'est d'avoir une ADN. Et cet ADN à Mulhouse, pour moi, c'est cette idée de ne pas se mettre de plafond de verre, d'aller au-delà de nos capacités, de tout donner, et d'être une équipe qui va se battre. Voilà. On veut avoir une ADN de combattants. On veut avoir des gens qui se battent parce qu'on a besoin d'avoir un public qui s'identifie et on veut avoir des joueurs qui donnent tout. Ça, c'est essentiel. Donc, on a une tendance à recruter relativement jeune aussi parce on est dans la partie basse des budgets de National 1. Mais c'est pas parce qu'on recrute jeune qu'on peut pas être ambitieux. C'est ce qu'on a essayé de démontrer la saison passée. Cette année encore, on a une équipe qui doit être dans le top 4, top 5 des équipes les plus jeunes de la National 1. Ça n'empêche pas, à un moment donné, d'être ambitieux, de pouvoir se battre. Et c'est ce qu'on essaie de représenter à Mulhouse, à chaque match. Sur le sportif, moi j'ai une question. Comment est-ce qu'on gère une saison à plus de... Combien vous avez de matchs? T'as 40 énormément matchs, de c'est un championnat finalement qui est Alors, qui à rallonge. on a joué 57 matchs la saison passée, 7 matchs de préparation, on a joué 2 matchs de Coupe de France et on a joué 48 matchs de championnat jusqu'au dernier match de la finale. Donc il faut avoir la capacité à enchaîner. Aujourd'hui, c'est une des raisons pour laquelle je m'appuie sur une équipe jeune, c'est que la jeunesse a cette Dure plus capacité... Elles acceptent plus. Ils avancent très vite et puis surtout ils font très vite, ils se régénèrent rapidement, et puis sur les défaites ils rebondissent rapidement, on peut vite les reconcentrer sur la suite. C'est aussi une énergie, la jeunesse, et on s'appuie sur cette énergie. Après, je pense qu'on a mis l'accent là où il fallait mettre l'accent. Vous savez que pour moi la préparation physique c'est important. Et on a eu, dès l'année dernière, un préparateur physique qui était sur tous les entraînements de l'équipe professionnelle. Ça m'a beaucoup aidé aussi pour pouvoir individualiser et gérer la récupération des joueurs. Cette année, ça a été l'effort qui a été fait sur le sportif. Le préparateur physique est passé à temps plein. Je crois que c'est une des seules équipes de National 1 qui a un préparateur physique à temps plein. Et pour moi, c'est la clé. C'est la clé qui permet d'enchaîner les matchs, d'une part, à haute intensité. Et la deuxième clé, c'est de limiter le risque de blessure. On a eu très très peu de blessures, ce qui nous a permis de mettre sur le terrain nos titulaires toute la saison et d'enchaîner les performances. Beaucoup d'équipes ont raté les playoffs, ont eu des difficultés parce que leurs meilleurs joueurs n'ont pas pu être sur le parquet dans les moments cruciaux. On a eu cette chance de pouvoir aligner l'équipe toute la saison pendant 57 matchs. Merci Franck. On va te souhaiter le meilleur. Merci. Une finale de nouveau. Tous en finale cette année. Merci. En tout cas, Il faut. on va essayer de surprendre encore une fois un petit peu tout le monde et ça sera notre objectif cette saison. Bon courage. Bonne Merci saison. à toi. Merci à vous. On a la chance de recevoir Vincent Zulc maintenant, qui est nouveau président de la SIG Association. On a eu Jérôme qui est président de la SIG Pro. Et du coup, Vincent, tu es sur la SIG Association. Salut Vincent. Salut Vincent. Exactement. Salut tous les deux. Comment Merci vas-tu de me recevoir. Bah, avec grand plaisir. Ça va bien, très Merci à toi de venir. Hein. bien. Plaisir. Alors, une montée en LF2, elle n'était pas prévue celle-là. Hein. Eh ben non, elle n'était pas prévue. Ouais. Elle n'était pas prévue, mais elle vient clôturer une saison l'année dernière qui était une saison Méritée. sportivement on mérite, on gagne pas, mais en tout cas un dernier match de play-off perdu au Havre pour une montée. Allez, sans être trop objectif, je pense qu'elle est méritée au vu de la saison que les filles ont faite l'année dernière. Vraiment, c'était une belle fin. Ouais. Très bien. Du coup, Thib, Tu arrives en tant que nouveau président, Ouais, c'est ça. finalement. Tu arrives en tant que nouveau président il y a quelques mois. Tu apprends la nouvelle montée en Ligue 2 féminine. Tu as encore la gestion du centre de formation à côté. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement tout ce que tu fais pour la SIG Association? Bah ouais, je fais énormément de choses et je le fais depuis longtemps. Hein, je le dis depuis longtemps, mais je suis un enfant de la SIG. Hein, très clairement,
mon passé, mon histoire de sportif, mon histoire de basketteur est liée à la SIG en tant que joueur, en tant que dirigeant, en tant qu'entraîneur. Donc la SIG, je connais bien. Mes parents ont eu la bonne idée de déménager il y a 45 ans à côté du hall de la Poste. Ça va te faire bizarre alors du coup la nouvelle arène. Est-ce que c'est toi qui as décalé la livraison en fait? Écoute, j'y suis pour rien, mais c'est un vrai sujet. Effectivement, cette salle est un vrai sujet parce qu'il y a un enjeu derrière qui est très très fort. Mais j'ai toujours été à la SIG et puis toujours un pied dedans. Moi, je suis en contact avec Jérôme. Jérôme depuis tout le temps. On a le même âge, on est de la même année. Donc voilà, on a des parcours similaires qui se croisent chez les pros, chez les amateurs. Enfin, en tout cas, Double casquette, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Dans le milieu du basket, ouais. Voilà. Donc là, du coup, une montée en LF2, ta capitaine reste, ouais. Camille Langlette. Ouais. Combien de joueuses sont restées? Là, c'est limite la première colle. Hein. Alors, il y a Axel, il y a Camille, il y a Yumi. J'en ai 3, puis avec certaines filles qui n'étaient pas forcément dans l'effectif l'année dernière de N1, mais qui maintenant intègrent le groupe de Ligue 2, parce qu'il faut savoir qu'on a un centre d'entraînement aussi. C'est ça. Et on a des filles qui cartonnent en U15, U18, et donc qui peuvent profiter de cette locomotive qui est l'équipe 1 et qui ont donc l'ambition et qui ont la perspective de participer à l'entraînement. Et donc c'est quelque chose de très bénéfique dans la dynamique féminine. Ouais. C'est très précieux. Ouais. On en parlait tout à l'heure avec Franck, qui a une saison qui se finit très tardivement, donc pour la gestion du recrutement, c'est compliqué. Vous, finalement, c'est un peu pareil. Votre saison, elle s'est finie un peu plus tôt, mais vous aviez cette incertitude du niveau auquel vous allez évoluer. Comment est-ce que finalement tu gères le recrutement des filles? Est-ce que tu es obligé de te rabattre finalement sur les filles qui n'ont rien encore en fin de saison, ou comment ça se passe? Non, ça a été anticipé. Hein. C'est-à-dire qu'on avait un plan A, un plan B, on avait un plan A qui était celui de la Ligue 2, un plan B qui était celui de la Ligue, de la Nationale 1. Grande confiance à mon staff technique, hein, Yanis Lefranc et Steve Blanchon, qui avaient prévu tout ça. Donc l'équipe était pratiquement montée fin juillet. Hein. Il restait 2 postes à pourvoir, et c'était ces 2 postes hybrides. Qui pouvait une joueuse qui pouvait évoluer sur les 2 niveaux. Il nous restait une joueuse à trouver, 2 niveaux LF2. Le boulot a été bien fait. C'est allé très vite. Ouais, puis en filles, c'est encore différent. C'est pas la même chose que les mecs. Quoi. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Les échanges sont plus rapides, sont plus fluides. Et non, ça s'est bien passé. Yanis a très bien travaillé. Non, ce qui était chaud, c'était de en même temps recruter et en même temps de monter un dossier CCG pour valider la Ligue 2. Parce que tu l'as su tard, la validation, non? Fin août, non? Mais c'est même pas la validation, c'est la proposition de la Fédé de présenter un dossier à la CCG qui est venue tardivement. Après, on a eu 1 semaine pour monter le dossier. J'ai appris ça en vacances, en famille, au pied sur une plage où il fallait aller très vite. Il y a pire comme nouvelle en vacances, quoi. Ouais, je sais, mais du coup, ça t'a cassé tes vacances. Non, mais ça bouleverse. Positivement. Ça bouleverse beaucoup de choses et ça nous demande d'aller très très vite. Hein. Ouais, c'est clair. 2 choses, de monter un budget, de monter des éléments comptables à présenter à la CCG pour être validé et sécuriser la commission de contrôle de gestion. Et en même temps, parallèlement, monter une équipe avec, j'allais dire, le boulot était bien fait, mais en tout cas 2 joueuses encore à positionner sur des postes clés. Quoi. Là, après, moi je suis le basket féminin depuis bien longtemps. Je me rappelle encore de Claudie Hucot qui était au centre de formation féminin il y a des années, parce que Claudie m'avait fait passer mes diplômes à l'époque. Pour moi, c'est important de voir une équipe alsacienne féminine en Ligue. Je trouve ça hyper important. Alors après, tu as Gaispo qui est en NF1, tu as BCNA qui est en NF1. Aujourd'hui, c'est quoi l'objectif que tu y mets derrière sur cette saison? Sans faire preuve d'immodestie, la Nationale 1 pour la SIG, c'est une anomalie. Oui. C'est une anomalie. Notre niveau, depuis des années, il était celui de la Ligue 2. Combien d'années vous avez fait en Ligue 2? 2e call. J'aime bien l'école comme ça. C'est plutôt à toi que je devrais poser la question, parce que je pense que tu es mieux renseigné que moi. Moi, j'ai été surpris de voir que vous étiez descendu. Pour te c'est ça. Alors les années Philippe Brighton-Bûcher, Fabien Kerley, mais il y a facile plus d'une dizaine d'années je pense, derrière. Il doit y avoir 12-13 ans. Donc la Nationale 1 est une anomalie pour nous. Notre niveau, il est très clairement Ligue 2. C'est pour ça que c'est des choses, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on sait faire.
C'est-à-dire la Ligue 2, quand on reçoit les cahiers des charges et qu'on reçoit les exigences de la Ligue 2, c'est des choses qu'on sait faire, on est prêt à ça. Donc, ce qui nous a permis de réagir vite. Et on est allé très vite. Et beaucoup de choses se sont faites en très peu de temps. Donc on va jouer au minimum le maintien en L2, en LF2 et voire plus. Bah, l'objectif, c'est ça. Là, on va avoir une année... on va devoir jouer humblement, hein. C'est-à-dire l'objectif il sera double. L'objectif il sera de maintenir le club en Ligue 2 et de développer le club financièrement, développer le partenariat, amener les gens dans cette vieille salle. On y viendra, dans lesquelles ceux qui sentent la SIG savent que le cœur et l'âme de la SIG y est, mais l'enjeu il sera, et on y viendra peut-être parce qu'on en a parlé, mes collègues en ont parlé avant, c'est-à-dire c'est de basculer dans cette nouvelle salle, voilà, très clairement. Donc l'enjeu il sera de préparer le club à intégrer cette nouvelle salle qui va être un levier de développement énorme, et de le maintenir de toute façon sportivement. Et le fait d'être passé en CCG et d'être passé tout de suite nous fait gagner un an sportivement. Ouais, clair. Donc tant mieux. Finalement, il y a une partie de la SIG qui a quand même droit à sa salle. Ouais. évidemment. Alors j'ai conscience du privilège de pouvoir dire c'est ça. Moi, je veux avoir la salle. Voilà, alors, attends, on a posé la question des sièges jaunes. Moi, je vais te poser la question du parquet. Vous récupérez le parquet avec Non, franchement, on va le changer parce qu'il est très. Oui, c'est l'ancien parquet pro de la SIG. Hein, exactement. Okay. Ouais, c'est des choses qui avaient été négociées il y a plus d'une vingtaine d'années. Mais ce qui fait que la SIG fonctionne sur cette double entité, c'est-à-dire sur la partie professionnelle avec les garçons. Et la partie féminine, parce que je rappelle que c'est la SIG Association, c'est pas que la SIG féminine. C'est 550 licenciés, c'est des gamins qui jouent tous les week-ends aussi. Donc il y a aussi à prendre ça en considération. Mais le fait de bénéficier aussi de la dynamique des pros est quelque chose pour nous qui est très facilitant en termes de communication, en termes de logo, d'image et de choses comme ça. Et donc les relations se passent très bien. Et ça, franchement, c'est un gros privilège. Et la salle est pour nous quelque chose de très important, parce que oui, je le dis, c'est la ville de Villekirch qui va nous mettre à disposition cette salle, et c'est quelque chose qui pour moi n'est pas une charge mentale, si ce n'est de savoir que quand est-ce qu'on va y aller. En tout cas, la maîtrise d'ouvrage et les services de la collectivité de la ville de Villekirch font un gros taf pour nous permettre d'y aménager le plus vite possible. Notre taf va être de transposer l'âme de la SIG là-dedans, et voilà, donc Mais on a compris que c'était toi qui avais bloqué les travaux, du coup. La livraison, elle est prévue pour quand? Du coup, livraison quand? Alors là, difficile pour moi de me prononcer. On ne commencera pas la prochaine saison dedans, ça on est presque sûr. Hein. Il y a eu, comme dans beaucoup de chantiers, hein, des soucis de maîtrise d'ouvrage et de charpente, mais c'est réglé, le chantier a repris, et donc on espère aller fin 2026, début 2027. Ouais. C'est les dates qu'on a eues. Exactement, ouais. Merci Vincent, on te souhaite le meilleur. Merci. Merci beaucoup, Vincent. Et puis bonne saison à la SIG. Bonne saison à la SIG Asso, sur toutes les équipes, sur les jeunes aussi. Ouais. Merci Thib pour cette première. Merci Fabien. Merci à tous. Merci à tous pour cette première émission. On a eu la chance d'avoir beaucoup de monde. On se revoit la semaine prochaine pour parler des championnats amateurs. On va parler NM2, on va parler NF2, on va parler NM3, on va parler PNM. On va avoir beaucoup d'invités de nouveau. Merci à toutes les équipes de prod aussi qui nous ont suivis. Puis je vous dis à la semaine prochaine.